Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Deux invités avec nous ce matin pour revenir sur le déroulement des élections en République dominicaine, c'était dimanche dernier. On parlera également des relations entre les deux pays et les attentes également. On parlera des attentes des Haïtiens avec l'avènement d'un nouveau président en République dominicaine. Nos invités sont donc Edwin Parison de Fondation Zilé et Yves-Marie Chanel, journaliste. Ils sont avec nous, ils sont en République dominicaine actuellement et c'est avec plaisir qu'on va faire les échanges avec nos invités. Yves-Marie Chanel, bonjour. Merci parce qu'on est disponible pour nous faire causer matin. Bonjour Wendell, bonjour Edwin, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs Radio Télémétropole. Edwin Parison, Fondation Zilé, merci parce qu'on est disponible pour nous matin. Bonjour. Et toujours avec plaisir, et Wendell et tous les amis téléspectateurs, aiment bien qu'on t'a partagé et entrevue avec mon bon ami Yves-Marie Chanel. Voilà, d'autant que pour le week-end, nous mettons tête nous ensemble pour nous réaliser par contre pour une meilleure compréhension et même couverture de l'élection qui a déroulé. Et côté idée ça t'est sorti? Edwin, vous pouvez répondre? Ah oui, avec plaisir. Eh bien bon, et on dit que nous avons loin des difficultés énormes pour les médias haïtiens viennent couvrir l'électorat de la République dominicaine comme il a habitué faire. Difficulté ça non seulement à cause de la conjoncture sanitaire, mais aussi pour tout avec la fermeture des consulats dominicains en Haïti. Donc c'est pas tout qui est visa américain et la fermeture de la frontière du côté de la République dominicaine. Nous connaissons que Haïti était décidé pour les frontières et les aéroports. En République dominicaine, c'est seulement les aéroports, mais pas encore la frontière d'Haïti, ou bien la frontière à partir d'Haïti. Donc, les gens qui sont en Haïti, ils n'ont pas qu'à rentrer en République dominicaine jusqu'à présent, mais les gens qui veulent quitter la République dominicaine, ils ont droit pour aller vers leur pays. Donc, et ça vient porter nous, et Mediacom et la Fondation Zilé, à penser en production spéciale, et c'était toute une journée, et pour nous être capable d'aider, et non seulement médias, pas de Cavini, mais aider le grand public à suivre minute par minute l'évolution de cette journée historique pour la République dominicaine. Donc, nous sommes obligés de faire des contacts avec certaines entreprises, certaines institutions, comme l'ambassade d'Haïti, comme la Fondation Sogebank et comme d'autres sponsors que probablement Yves-Marie Chanel viendra et cité tout à l'heure. Et donc, c'était en premier lieu pour contribuer à ce que les médias haïtiens, pas qu'à venir, ils étaient capables de connecter sur la plateforme que nous mettons en place pour ça et contribuer à ce que le public haïtien n'ait pas perdu l'évolution de la journée électorale et contribuer bien sûr à ce que le public haïtien mieux connaître les acteurs dominicains et ceci après contribuer tout et au renforcement des relations dominicaines. Donc avec nous objectif là, la question maintenant c'était qui côté idée à sorti maintenant avec Yves-Marie Chanel tu une expérience là c'est donc une bonne expérience Yves-Marie Chanel et avec possibilité pour nous perpétuer ou bien faire de lui une expérience pilote et continuer à renforcer Yves-Marie Chanel. Bon, comme dit, il y a un élément fondamental dans la décision qui fait nous décider de monter le programme, c'était faire mon arriver à une meilleure compréhension de situation en République dominicaine. Parce que nous pensons que une meilleure compréhension de la situation en République dominicaine, qui va faire haïtien autour, et il y a plus de outils dans la mer, puis être capable de gérer les relations avec le pays et tirer les bénéfices de relations ça parce que jusqu'à présent sont relations qui ont seul bord n'a pas les si nous prenons sous terme d'échange et même dans l'autre terme encore parce que nos situations côté nous censés et nous très minoritaires et nous censés
fait partie d'un problème tout. Donc, je pense que faut que c'est une initiative qui est là tout pour conscientiser ni moun k'ap diriger ni population sous nécessité pour nous lever camper qu'on y a pour nous rester n'a sorti dans tout côté ni a. En fait, expérience sont bonne expérience mais li très douloureuse dans la mesure que c'était très difficile et jusqu'à présent et dans le bilan nous fait et son expérience sur le plan financier déficitaire dans le sens que nous pas nous faire bénéfice mais nous a perdu l'argent là-dedans parce que nous pas arrivé et faire et couvrir et budget que nous avons. Il y a des petits problèmes techniques qui liés à deux questions à temps parce que nous avons à peu près 1 semaine et demie pour nous préparer ça. C'est très difficile et il y a des problèmes. Nous sommes obligés d'utiliser des techniciens dominicains, donc il y a des problèmes qui comptent poser tout en termes de communication, ils ne pas comprendre français ou créole. Donc, il faut gagner des ressources humaines qui ne sont pas toujours disponibles parce que la communauté haïtienne en République dominicaine n'a pas gagné un pile de ressources humaines. Donc, les ressources humaines ont fait défaut qui fait que moi-même, c'est un équipe qui peut être frustré dans la question, ça parce que nous faisons travail, nous faisons 5 jours de travail sur les 2 nuits à s'endormir et puis le travail là va présenter. Donc, donc, hier soir, je me dit et ça parce que nous faisons travailler avec toute infographie, toute illustration qui doit accompagner la présentation qui était ouverte et choix, mais malheureusement, elle ne peut pas être. Bon. Maintenant, une chose d'abord dit, moi, Yvan Richanel, c'est que l'expérience en est douloureuse, donc rapidement comprendre pour ça. Mais déception par le fait que tout ça qui était préparé n'a pas été exploité. Maintenant, pour l'avenir, qui leçon que l'on apprend? Bon, c'est une idée qui est intéressante, dans la mesure que moi, je pense que c'est intéressant que nous continuions un partenariat comme ça avec plusieurs médias haïtiens, mais qu'on a la faute d'argent en financement pour produire l'idée de produire un programme, même si c'est mensuel. Donc, ce problème mensuel, sur différentes problématiques qui gagnent entre deux pays et différentes problématiques qui gagnent dans la communauté haïtienne, en République dominicaine particulièrement, parce que la communauté, ça, c'est le deuxième diaspora que nous gagnons après les États-Unis. Ni en termes de monde, ni en termes de revenus, de l'argent que vous voyez en Haïti. Donc, voilà, on va faire l'idée. Donc, ça veut dire que, alors que nous méprisons la diaspora, ça, nous ne pas prendre en considération nous-mêmes en Haïti. Donc, je pense que c'est important que nous continuions ce type de réflexion ça, à travers un programme mensuel qui prend plusieurs aspects. Il y a une question tourisme, il y a une question commerce national, question migration, il y a plusieurs aspects encore que nous avons traité dans le programme comme ça. Et je pense que l'intervention qui est faite dans le programme, tout est de qualité et les gens qui sont intervenus, et ben, ça est capable de servir, même pour écrire un livre blanc, un document pour Haïti capable de travailler dans la relation avec la République dominicaine. Mais le problème, c'est dans ça, on fait tout ça, il y a des fois où on n'a pas l'impression pas des oreilles qui attendent. L'aime dit pas des oreilles qui attendent parce que les gens qui sont en position pour prendre des décisions le plus souvent, il va prendre décision. Il va prendre décision en faveur Haïti, il va prendre décision en faveur de la collectivité, il va prendre décision, il va prendre personnel, individuel, sauvetage individuel, et puis faire l'argent. OK. Maintenant, témoin avec Edwin Parison, avant d'entrer dans la question sur l'élection à proprement parler, et Edwin Parison, leçon pour l'avenir, leçon tirée de cette expérience? Bon, on dit que son initiative médiatique qui est censée marquer l'histoire du journalisme insulaire, parce que c'est la première fois que nous avons une sorte d'alliance entre médias dominicains, médias haïtiens et des médias conventionnels, des médias alternatifs qui te permettent que nous travaillons ensemble sur un même événement. Et la différence est dans d'autres activités qui sont faites précédemment, c'est que il y a des journalistes ou bien des médias dominicains qui en Haïti à couvrir l'élection, ou vice-versa, des médias ou des journalistes haïtiens à couvrir l'élection dominicaine. Mais cette fois, nous sommes arrivés à joindre l'intégration, l'implication de médias dominicains de côté pour nous être capables d'utiliser l'image, même nous sommes capables de certains reporters, nous avons et même la chaîne Télésour qui est avec nous. Et du côté haïtien, tu as gagné près d'une trentaine de médias et qui te retransmettent l'activité en direct, malgré les difficultés techniques que Yves-Marie Chanel fait mentionner là.
Donc, moi, je pense, en dehors de ça que Yves-Marie et Sialéo, et c'est une bonne expérience et qui est capable, utile, qui est capable de contribuer à une meilleure compréhension, le renforcement des liens entre la République dominicaine et Haïti. Et nous avons souhaité justement que nous joignent l'appui qu'il faut, non seulement au niveau du secteur privé, capable de continuer à appuyer l'initiative ça, mais au niveau des deux États. D'ailleurs, la Fondation Zilé nous définit nous comme instance qu'il a pour contribuer à la meilleure gestion qu'il faut. Et nous toujours insisté sur le mot à dire une gestion transparente des relations avec Haïti et la République dominicaine à partir de la réalité de la vie insulaire. Nous sommes deux pays qui ont partagé un petit territoire insulaire tout petit et malgré un passé historique un petit peu difficile, mais cependant, nous avons besoin de beaucoup plus d'éléments qui ont rapproché nous, et même dans ce passé. Et on a toujours insisté à dire en République dominicaine que pour faire ce projet d'indépendance de la République dominicaine, le fondateur et principale figure historique que ici dans la République dominicaine, c'est Juan Pablo Duarte. Et Juan Pablo Duarte a la vision de s'allier à des opposants aboyés. Donc, nous toujours considérons la Fondation Zilé, c'est la première grande alliance stratégique qui a été réalisée entre Haïtiens et Dominicains haïtiens pour ce projet d'indépendance de la République dominicaine. Et nous allons joindre et ensuite cette participation protagonique d'Haïti dans ça que relève la guerre de la restauration. Et c'est grâce à Haïti et à moyens économiques que nous côté et armes que nous mettons à leur disposition et même des troupes, même des mondes qui probablement ont participé dans cette épopée que nous avons fait contre l'Espagne et qui vient de réellement et l'indépendance. Il y a des historiens dominicains qui même considéraient la guerre de l'indépendance comme la guerre de la restauration comme la vraie indépendance de la République dominicaine. Donc, c'est pour nous actualiser la question, M. Parison. Et nous avons parlé là, ouais, avec Yves-Marie Chanel, campagne électorale là. Campagne électorale, ça, l'idée où les non contexte particulier, en contexte côté, une petite quantité de monde qui mourit, mais une grande quantité de monde qui était malade de coronavirus, mais n'empêche que candidat yo t'es à faire campagne. D'ailleurs, nouveau président dominicain, monsieur Corona, non seulement monsieur t'es attrapé maladie, Corona, monsieur relé Corona, tout, jeune Corona, non, par contre si me trompe, en tout cas, je crois que c'est Luis Abinader Corona. Adolfo Corona. Donc c'est Luis Adolfo Abinader. Luis Rodolfo Abinader Corona. Luis Rodolfo, ok, merci. Et Abinader Corona. Donc le Corona, non. Et monsieur t'est attrapé maladie. Oui, oui. Il fait campagne avec maladie. Ensemble avec Madame Lien. Oui, donc il a attrapé, malgré ça, il fait campagne quand même. Alors, on tourne sur campagne là. Comment campagne ça a été déroulée, Yves-Marie Chanel? Bon, campagne a déroulé en fait, avec le coronavirus, ça, c'est une campagne qui était plus virtuelle. En fait, monsieur a profité de Corona à tout pour faire campagne. Il y a deux aspects là-dedans. Si on prend un aspect au niveau de information, de communication politique, ça veut dire que les médias ont plus de place dans la campagne ça encore parce que m'a regardé des volumes de spots qui passaient l'un de l'autre et qui coûtaient. Et même candidat ont des heures que tu prends sur radio. Par exemple, il y a une radio qui t'affiche, qui est populaire dans la ville là. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que il y a une temps programme les après-midi, le soir, candidat ont un temps programme sur radio, ça c'est pas extrêmement coûteux. Et il a utilisé tout support visuel avec billboard électronique ou même billboard nous connaissons qui imprimé. Et ensuite, les réseaux sociaux qui étaient utilisés en pile. Mais parallèlement, il y a une sorte de campagne qui est faite à travers aide que le candidat a porté tout dans la question coronavirus. Qui c'est Abinader qui était l'ambulance, qui était l'hôpital, qui
quitter Gonzalo Castillo qui t'a parlé de affaire de quitter pour faire test ou bien aider les gens qui étaient en dehors pays à rentrer avec compagnie avion et hélicoptère que monsieur gagne. Donc ça veut dire que la campagne a été faite quand même et à travers la question corona et virus ça. Donc et à travers les réseaux sociaux un petit peu plus. Dans le dernier jour tout bon, t'es gonti laisser aller parce que avec question et état d'urgence qui pas renouvelé et yo été levé et couvre-feu donc tu as plus présence dans la rue autour de questions de mobile ou bien monde qui te fait rassemblement parce que m'ta regardé et les a fait mes campagnes Leonel Fernandez dans Santo Domingo dans zone coloniale là donc c'est chargé à répondre bon bien que en bonne quantité monde te porter masque en figure mais tu gagné un défilé normal et tant que dans campagne normale donc c'est ça me déroule en gros de façon que campagne ça se déroule pas on essayer de donner l'autre aspect qu'elle t'a signalé mais en gros c'est ça me déroule tu pour un mot sur ça avec lui avant moi retourner et sous apport technologie dans le déroulement en campagne électorale en République dominicaine rôle que tu as joué, mais tu es avec Edwin d'abord sur le déroulement de la campagne là pour en parler. Edwin, on va suivre nous, Edwin? Oui, très bien sûr, mais là. Ok, oui. Donc, autant des observations de Yves-Marie Chanel en tant que journaliste, ça l'observé de Jean campagne ça a été déroulé en République dominicaine. Une campagne que selon lui-même qui était plus virtuelle que était physique. C'est observation pour totalement d'accord. Oui, totalement d'accord. C'est ça la réalité Yann et ça. Et d'ailleurs, il y a même des études qui commencent à faire tout ça. Et pour réduire dans le futur le coût de la campagne. Et parce que le fait que pas de gros meetings qui t'a obligé de mobiliser et des gens d'un point à un autre du territoire. Parce que là, les gars font meeting, pas bullshit. Et donc, c'est des centaines de milliers. Et il y a des fois qu'on a des activités, moi-même, j'ai changé sous Peña Gomez, et on a des activités, des meetings qui réunissent 300 000 personnes, 400 000 personnes, jusqu'à 500 000 personnes. Et pendant les dernières années, même le pardon figure et qui a cette capacité oratoire et de convocation des masses dans Peña Gomez, mais de toute façon, et les meetings c'était des activités de campagne hautement coûteuses. Donc, je viens qu'à travers les réseaux sociaux, il y a passer rapidement, et donc ils utilisent en pile les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que nous commençons à utiliser les réseaux sociaux depuis quelques temps. Par exemple, Barack Obama aux États-Unis, les réseaux sociaux jouent un gros rôle dans l'élection. Mais là, nous avons l'impression que Mounio, à l'avenir, capable de profiter de l'expérience mesures barrières que tu prends dans l'occasion passage coronavirus pour faire campagne et que il y a plus de monde qui commence à dire que est-ce que il y a une nécessité pour monde continuer à parler des bains de foule, à faire porte en porte alors qu'il y a une possibilité pour atteindre le plus de gens possible, autant de monde que si que c'est à pied côté, ou d'ap marcher, à le faire meeting, à le faire grand rassemblement. À l'avenir, je vais dire. Oui, mais le contact physique là, quand même, a toujours été important. Et lors son candidat et ou parmi les sympathisants, ils font discours, donc il quand même, a toujours été important. Et nous sommes à la fin de la campagne. Parce que l'État dominicain, le gouvernement, il vient lever l'état d'urgence, et peut-être 8 jours avant la fin de la campagne. Donc, c'est une sorte de pouf, nous font pouf collectif, et puis les candidats et les sympathisants des candidats, ils viennent prendre la rue. Donc, ils prennent la rue, ils n'ont pas fait des meetings, mais ils fait des grandes caravanes avec des motocyclettes, avec des véhicules un petit peu partout. Donc, ça te vient quand même une autre dynamique à la campagne. Là. Parce que, ou bien couleur dans la rue, et Mounio, et yo quand même, yo t'es enthousiaste pour yo t'es capable d'appuyer candidat favori par eux, candidat de leur choix. Donc, c'était quand même, ça t'est pas en autre dynamique. Quoique, il y avait la grande préoccupation pour que ce genre d'attroupement parvienne augmenter la situation sanitaire en ce qui a trait au coronavirus. Donc, il n'y a pas tant de et probablement dans les 14 prochains jours,
qu'il y ait une augmentation du nombre de personnes infectées par le coronavirus à cause de ces multiples contacts qui étaient gagnés un petit peu partout dans le territoire national là pendant les 8 derniers jours de campagne qui étaient quand même bail lieu et à des contacts, à des activités et dans les rues et à des rencontres un petit peu partout. Comme a signalé on bagaille tout, c'est que ce type de situation ça avec les réseaux sociaux, il est capable pas valable pour Haïti. Et dans la mesure où nous avons un gros problème fondamental, c'est le pouvoir d'achat en termes d'accès. Nous avons la question Internet là, acheter téléphone, gagner un téléphone, bien que comprendre nous gagnons dans Haïti, c'est vrai, mais nous avons l'autre problème grave. Au République dominicaine, nous avons un taux de pénétration, d'électrification qui dépasse 70%. L'électricité a plus ou moins réel. Donc, l'on n'a pas d'électricité. Nous avons une bonne contrainte sur question et utilisation de réseaux sociaux pour atteindre mon niveau. Et même question d'électricité, ça pas le général faire élection. Mais si on n'a pas d'électricité, comment on pourra le faire comptabiliser et vote dans par exemple, en République dominicaine. C'est-à-dire qu'il y a tout en logistique. Oui, même songer. Oui, mais si n'a pas les deux nombre de monde qu'on cabatait, nous songez que des grands candidats qui dévoyaient des messages sur téléphone monde dans dernière élection qui s'est passée là en Haïti. Oui, mais en Haïti, ça a un gros impact, mais qu'on est à la base, ça a dépassé déjà. On a regardé par rapport à l'évolution même réseaux sociaux, par rapport à nouveaux plateformes qui viennent exister. Donc, la question, voice là qu'on y a, il est capable même utile dans l'élection encore qu'on y a. C'est ça. Donc, il y a un nouveau plateforme qu'on va obligé d'utiliser pour faire ça, mais en même temps, même parler de limitation de gain au niveau de questions réseaux sociaux en Haïti avec problème électricité et la profondeur. C'était juste un parenthèse. Ok, monsieur, nous parlons pour un pause là. L'entourné, il y a une chose qui est fondamentale, comme d'après moi avec nous, c'est qui ça, par exemple, qui joue en faveur d'une et l'autre candidat. Qui ça fait, par exemple, qui ça fait Luis Abinader Corona, qui ça fait que monsieur remporte l'élection? Qui ça joue en faveur? Qui parole que le dit et que vis-à-vis de l'impact dit lui-même? Qui programme ni? Qui programme? Qui monsieur fait pour l'atteindre, si vous voulez, 20 ou bien codes sensibles dominicains? M'après ça avec nous, le tourner après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités ce matin, Edwin Paraison et Yves-Marie Chanel. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point, avec nous ce matin comme invités Edwin Paraison et Yves-Marie Chanel. D'abord, monsieur Paraison, ou toujours là avec nous? Oui, nous là. Très bien, témoin avec Yves-Marie Chanel, ou toujours là? Monsieur Chanel? Oui. Ok, très bien. Oui. Et, ok, moi, annoncé que nous prenons... Oui, qui parole que chaque monde dit, parce que nous connaissons que tu as semblé que relation Haïti avec la République dominicaine, tu as semblé qu'on jouait un rôle et une catégorie de monde que qu'on même des ultranationalistes qui ont des groupes à supporter et lorsque il y a une élection. Bon, avant de arriver dans qui parole qui dit à Anessa, il y a une vidéo qui viral, et ceci depuis hier après-midi, bien que yo dit que c'est pas un bagage qui est récent, ça déclaration ça que le président a fait, son bagage qui semble être fait depuis l'année dernière, mais yo prenez pour t'a laisser quoi que ces paroles nouveau président dominicain côté que t'a exprimé sa pensée de Haïti, il dit même que son un pays qui est en faillite. Et pour répéter pour parler. Avant de nous pour réagir, messieurs, sur ça, on permet téléspectateurs et auditeurs tendez déclaration ça que nouveau président dominicain a fait. Évidemment, c'est pas ni jeudi, et c'est une déclaration qui fait hier pour petit une année. On essaie de suivre et puis ma réaction après. Controlar la frontera. Ahora, lo que hay que decir claramente es que Haití hoy es un país inviable. Haití es inviable y la comunidad internacional no le puede dejar a la República Dominicana solamente atender los problemas
sociales y de orden público a Haití. Nosotros no podemos con Haití. Y Haití, repito, es un país hoy inviable. Y yo le hago un llamado, y voy a seguir en ese sentido, a que la comunidad internacional sea responsable con la situación de Haití y no sea solamente la República Dominicana que tenga que cargar con todos los problemas de esa nación que desgraciadamente es la más pobre del hemisferio occidental. Yves-Marie, en résumé, monsieur dit... Oui, c'est un pays qui n'est pas viable. Et que depuis Dominicaine, il n'y a pas qu'à quitter ces Républiques dominicaines qui prend toute charge de responsabilité par les problèmes sociaux, les problèmes que Haïti gagne. Il faut que la communauté internationale fasse gens pour aider Haïti à sortir dans la situation périère. Et c'est pas une bonne déclaration, nous, ça. Et Lionel Fernandez fait même déclaration déjà. Et il y a plusieurs autres officiels dominicains qui font déclaration ça déjà sur la question Haïti. Et il y a plusieurs organisations même internationales qui parlaient d'entités ingouvernables, de que nous y est, de État en faillite, et pas le premier monde qui écrit ça. Et même dans des réactions hier, Yves-Marie, est-ce que vous avez menti ou pas? Pas comment vous avez menti, mais c'est une réalité liée. Ça veut dire que nous-mêmes, nous en faillite. Nous en faillite vraiment. Et moi, je pense que hier, dans le débat, elle me dit que si c'est comme ça, Haïtien a réagi, il va vraiment sortir dans la situation hier. Parce que pour résoudre un problème, il faut qu'on reconnaisse le problème d'abord. Si nous ne voulons pas reconnaître le problème, nous avons caché des problèmes, nous pensons que nous avons fait bagaille à tout le monde, sentimental, émotionnel seulement, et bien nous chérir. C'est pour nous reconnaître que nous ne sommes pas bons, que nous avons bagaille, nous pas fait, nous pas corriger nous pour nous sortir là-dedans. C'est ça que fait même toujours une opinion moi-même. Moi, je dis que le problème de la République dominicaine, haïtien, la République dominicaine, c'est en Haïti pour le résoudre. Ce n'est pas la République dominicaine qui va résoudre pour nous. Parce que là, par exemple, Mondel, mal dans l'hôpital Diario Contreras, l'hôpital qui a un département de chirurgie, mal, 80% des gens qui sont dans l'hôpital, ça fait accident moto, c'est haïtien. Et hier, je parle avec le consul et je dis lien, qui dit que l'Alda Bon, 80% des gens qui ont couché, c'est haïtien. Là, les Carizal, dans l'école Carizal, il y a 80% des gens qui sont dans l'école Carizal, c'est haïtien. Là, le pédéanal, en s'applique même genre. Ça veut dire que situation, Elias Pini a même genre dans l'hôpital là. Donc, situation, ça veut dire qui ça? Au grand l'État qui va même prendre en compte et ressortissant lui. Qui gagne si monde que l'a formé, soi-disant citoyen haïtien, qui a formé dans l'école dominicaine, qui a apprendre histoire dominicaine, qui sont histoires qui antagoniques, qui en face Haïti, parce que Haïti était occupé à la République dominicaine, c'était là au point et indépendance. Donc, qui s'en a parlé? L'autre population, sur toute la ligne frontalière, les pas prendre spécifiquement, si on prend 40 km entre Tilori, zone Sakalasous, restauration, pour descendre jusqu'à Banica et Pedro Santana et Los Cacaos, en face et Thomasik, ou pas occuper mon salaire. Tout le monde dans la zone là, Los Villos et El Colte, tout le monde m'a boire, c'est en espagnol, mais c'est village haïtien. Il n'y a pas gain l'État qui a occupé. Il y a pas de caserne dominicaine, il y a vivre de ONG dominicaine. Qui s'en a parlé. C'est une bonne réaction, Fondation Zilé. Pour moi, Edwin pas raison. Et d'abord, autant des réactions Yves-Marie Chanel. Si nous ne pas reconnaître que nous avons un problème, ah ben, Haïti a pris tes côtés liés. Si nous continuons à battre l'estomac, nous dit que nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et puis je dis, on n'a pas trouvé dans la boue, dans la misère, dans la crasse, et nous ne pas aucun côté. Bonne réaction, à profit d'entendre, même si son bail qui a quelques temps, déclaration, nouveau président dominicain, à l'époque, était candidat, en quelque sorte. Il était connu qu'il était candidat à la présidence. Et bonne réaction, Edwin Parison. Oui, bon, merci Wendell. On dit que, pour que le public bien comprenne le contexte dans lequel la déclaration ça a été faite, premièrement, ce n'est pas le président élu qui fait, c'est depuis février 2019. Obligé dans la fondation, la vidéo a sorti, on a fait recherche sur Internet pour nous voir qui date exactement le sorti. Donc nous joignons Listine Diario qui a pratiquement le même titre là, c'est le même titre, Haïti son pays qui est viable, qui n'est pas viable, Haïti son pays en faillite. Et donc c'est le premier bail que nous devons signaler, ce n'est pas en réaction du président élu, c'était le candidat. Mais on va analyser ça devant eux. Mais en nous, depuis qu'il côté,
cette question de considérer Haïti comme un pays failli ou en faillite sorti et depuis qu'il a utilisé la République dominicaine. Il y a un think tank à Washington qui relève Fonds pour la paix. En juin 2005, il est sorti le premier ranking ou premier index de pays faillis. Et pour considérer un pays failli ou bien en faillite, il y a une série de critères. Index ça, ou bien rapport ça que nous avons présenté, c'est un rapport international mondial que lié. Il n'y a pas de gain pour exclusivement avec Haïti et la République dominicaine. Mais à ce moment-là, pour se défendre de ça que est considéré comme un bagage inacceptable pour la République dominicaine, le gouvernement dominicain, à travers Leonel Fernandez et toute nationaliste, ils ont décidé piétiner l'image internationale d'Haïti pour élever la République dominicaine, pour dire oui, Haïti sont pays en faillite, mais République dominicaine, non. Alors que critères pour une question de pays en faillite, il y a par exemple avec le narcotrafic, il y a par exemple pour Haïti, il y a avec une certaine perte de l'autorité de l'État. Et par exemple, nous avons un problème là, un problème de gang qui est dans une série de zones, on ne peut pas passer. Mais même ça gagne longtemps, on ne peut pas prendre le risque de voyager d'une ville à une autre. Parce qu'en Haïti, n'importe quel gang est capable d'attaquer. Donc, c'est des critères qui pour différents pays, mais cependant, et ma parole de 2005, donc ça fait 15 ans que cette question de Haïti un pays en faillite est rentrée dans le discours dominant de la République dominicaine face à Haïti. Et Jean-Yves Marité dit là, et donc, depuis sous Leonel Fernandez, et vous passez par différentes autres personnalités, et de replacer dans l'État dominicain qui est toujours répété. Les déclarations de Luis Abinader, moi jugé inapproprié quand même. Inapproprié l'on gérer les relations avec un pays voisin parce que ça a quand même affecté l'image internationale du pays. Et il y a pour tout avec une situation interne dans le pays. Et moi d'accord avec Yves-Marie Chanel, et mon ami frère dit que nous gagnons des compatriotes qui viennent prendre soins médicaux ou bien qui viennent à l'école en République dominicaine. Et on garde pour nous et on met des chiffres sur ça. L'on met des chiffres sur ça et on fait déjà. Nous voyons que la contribution haïtienne et à la République dominicaine à travers de la main-d'œuvre, ça que nous arrivons à faire et République dominicaine et on dit et économiser, ça que nous arrivons à contribuer au PIB dominicain à travers de l'usage intensif de la main-d'œuvre et haïtienne et pendant un longtemps et particulièrement pendant les 30-40 dernières années, eh bien, notre apport au PIB dominicain est beaucoup plus élevé que ça que l'on a considéré comme une charge sociale pour les Haïtiens compatriotes qui rentraient viennent prendre soins médicaux ou bien qui participaient et qui dans l'école dominicaine. Donc, à cette charge. Oui, mais on voit l'inverse aussi. L'inverse, c'est que je dis, à un moment donné, l'histoire a rapporté que étudiants dominicains, quand viennent en Haïti, viennent prendre formation. Et je dis, nous avons dit combien de dominicains qui viennent faire études en Haïti, alors que résultat, là, c'est des dizaines de milliers de petits Haïtiens qui actuellement aux États-Unis apprennent formation, monsieur Parison. Oui, moi d'accord, oui. Mais pour nous, regarder qu'est-ce que ça signifie pour la République dominicaine, la présence des étudiants haïtiens. Premièrement, il y a une question de renforcer l'image institutionnelle de l'université. L'université, ça a la bonne tête dans le monde que les étudiants étrangers, la CAILI, dans ce cas-là, des Haïtiens. Deuxièmement, regarder selon des statistiques de la Banque centrale aura pour l'IFE, tout ça, et ce que signifie économiquement parlant pour la République dominicaine. Et pour chaque université, ça y est, et le fait d'avoir des étudiants haïtiens qui a payé en dollars et il y a pour recevoir l'argent, et c'est une raison. Côté que ou joindre qu'il y a des transferts assez importants qui allaient vers la République dominicaine d'Haïti ou bien d'autres pays, dans d'autres communautés de la diaspora qui parrainer les études de nos compatriotes, de nos jeunes compatriotes en République dominicaine. Donc ça veut dire que cette présence d'étudiants quand même signifie en génération de revenus. Donc la République dominicaine bénéficiait de la présence haïtienne à tous les points de vue,
à tous les points de vue. Non seulement ça que nous dit à l'heure là, et nous bien content qu'on vienne avec les étudiants, donc les statistiques claires, et la Banque centrale a des rapports que nous publiés sous présence étudiants particulièrement. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, à la Fondation Zilé, n'avons toujours encouragé les dirigeants des deux pays. D'ailleurs, même sous Trujillo, ça s'est fait. Trujillo, là, il a une excellente relation, soit avec Elie Lescaut, ou bien soit avec Sténio Vincent, il était empêché. Il était empêché, oui. Et Bernardo Vega, dans le livre, il dit ça très clairement. Il a empêché n'importe qui dans le gouvernement de parler négativement d'Haïti. C'était, bon, négation dictateur le pays. Oui, même s'il va tuer plusieurs milliers après. Oui, non, justement, en après, c'est lui qui va le faire massacre là. Oui. Mais de toute façon, alors, moi, je dis que l'on était dans de bonnes relations avec Elie Lescaut, Sténio Vincent, donc il était empêché ça. Il était empêché de parler mal d'Haïti. Donc, nous-mêmes, c'est un appel que nous avons fait. C'est ça, maintenant. À dirigeants de pays. Ok, maintenant. Oui, je dit que va faire appel à dirigeants de pays pour qu'ils éviter d'utiliser soit des termes, soit des mots qui ont dérangé l'autre partie. Et puis, dans ce cas particulier, moi, totalement sûr, et c'est l'autre élément que nous devons mettre sur table là, et je pense que Yves-Marie est d'accord avec moi, totalement sûr que ces déclarations, c'était simplement pour calmer. Ces déclarations ne sont pas réellement dirigées à Haïti. Monsieur pas parler avec Haïti. Ouais, monsieur simplement a essayé de gérer les groupes ultranationalistes qui, qu'on y a là, commencé à faire une pression sur lui parce qu'il est quand même défini, et dans la politique générale que il présente à la Junte centrale électorale et qui est publique pour capable de n'importe quel côté, il est quand même défini une politique d'ouverture vers Haïti, et là, il est jusqu'à exprimer des préoccupations sur deux éléments que nous connaissons qui ont dérangé M. Ultranationalisme. Et le premier élément, c'est que il n'est pas d'accord avec l'arrêt 168-13 qui était dénationalisé des milliers de personnes d'origine étrangère, mais particulièrement ça a impacté et profondément la communauté haïtienne. Donc il n'est pas d'accord avec lui. Il était considéré décision tribunal ça comme une décision inhumaine, illégale, et il était fait des déclarations publiques pour le bataille. Alors c'est ça me dit là, déclaration ça. Yo pas sorti, yo même yo sorti ça qui dit que Haïti invivable, Haïti son pays en faillite. Oui. Il y a des politiciens qui ont joué des bails autour des deux côtés de l'île sur cette question. Parce que moi m'interpréter ça en l'autre Jean Edwin, c'est que déclaration ça n'est qui mettait dehors à tout. C'est à partir de ça qui sorti dans l'élection que moun en Haïti interpréter comme on sorte de soufflette que nous prenons avec Jean élection organisée en République dominicaine. Donc, n'est-ce pas même qui l'a organisé vieille élection pour faire gagote, de sortir ça pour montrer monsieur son anti-haïtien. Même pas c'est comme ça. Dans le contexte, ça le sorti. Non, mais il va être d'accord avec lui, mais il sorti dans le laboratoire et en République dominicaine. C'est dans le laboratoire anti-haïtien sorti, et puis l'autre monsieur, ça va dire même, il a utilisé. Oui, probablement, mais en même temps, pour attaquer le gouvernement. Mais pour qui ça va te mettre des déclarations que tu fait dans Univision, Miami, sous question à Area. Elle te dit que lui-même, comme un monde qui sorti dans l'origine libanaise, donc il ne va pas privé président, c'est que lui-même sont immigrés et tout, pratiquement, qui viennent dans le pays. Et que M. était condamné question à Rea, qui était jugé que son bail qui est très controversé. Donc, moi, je pense que c'est une utilisation, j'en dis là, il est capable de sortir de sources nationalistes en République dominicaine, mais utilisé aussi par des courants haïtiens qui ont besoin d'utiliser la question ça politiquement en Haïti pour justifier position en Haïti, que nous ne pouvons pas faire élection, que nous toujours après l'amour, nous ne pouvons pas faire aucune élection, nous faut nous gagner élection avec ZAM, avec Goumé, avec gang, tout bagage ça on là-dedans, nous son bataille a fait là. Est-ce que vous d'accord Yves-Marie avec monde qui croit que son soufflette que nous prenons et genre élection bien déroulée dans le contexte dans lequel il est fait là, rapidité avec laquelle le résultat est bail, est-ce que vous croyez tout même avec un peu de monde que son soufflette que nous prenons? Globalement, moi, ça fait son soufflette, moi, parce que moi-même, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise comme haïtien parce que, imaginez,
Bon, le lendemain, l'élection fait dans la République dominicaine, regardez quel spectacle nous baillons dans Port-au-Prince avec gang. Hein? Donc, c'est le problème ça. Parce que moi-même, comme citoyen haïtien, un petit peu décontenancé, je pose cette question, côté de parler, et qui porte de sortir. Et qui est-ce qui a retiré nous dans cette situation ça? C'est toute interrogation ça qui gagne. Une élection faite dans la République dominicaine, signalé 2 incidents qui étaient faits dans l'élection. C'est un dirigeant dans le PAM qui mourit dans Simon Bolivar là, que un partisan PLD a tué avec un fusillade qui était dans on a pour affaire de 4 $. Mais après ça, dans l'ensemble, tout va dérouler. Mais ça qui est intéressant encore dans l'élection, c'est que l'élection en fait, il fait mais entre 5h et 5h30, à 10h du soir, le résultat a tombé, et à 11h minuit, il était déjà connu qui monde qui gagnait. Et tout candidat, avant minuit, avant journée en passé, Fernandez félicité moun qui gagnent et président lui a fait discours et moun qui principal et perdant et Gonzalo Castillo font discours, peut-être que c'est meilleur discours monsieur fait dans toutes les monsieur candidats, vous comprenez? Pour dire que l'imam du bail monsieur et santé pour le capable gagner avec l'esprit pour le capable diriger destiner pays à avantage tout peuple là. Donc ça veut dire que ça finit. Non, mais on faut camper sous ça. Et on n'a pas arrivé sous lui, effectivement, Yves-Marie Chanel, ou même tout, Edwin Parison. Et on dit un opposant, un membre de l'opposition, il était candidat. Premier, ça le fait, dans le discours fait, pour reconnaître victoire de l'autre là, il demandait pour bon Dieu la santé, pour le capable de diriger le pays bien. Ça pas dit non, hein? Mais justement, ça me dit, Wendel, ça me dit, il y a un débat qui frappe pour moi, pendant l'élection, dans le matin, l'élection, dans la soirée déjà, à minuit, dans la rue. Il n'y a pas aucune présence policière ni militaire, il n'y a pas aucune situation d'intimidation, quoi que ce soit qui fait. Tout le monde a fonctionné. Dans dimanche matin, moi, je suis sorti à 6h30 du matin, c'est seul monde qui a fait circulation, policier circulation qui est dans la rue. Même présidence policière pas trop exprimée, sauf dans la zone bureau de vote, il y a gagné de 3 polices. Mais pas de bon, on sorte de préparation, que pas de violence, que pas de ceci, pas de cela. Tout le monde allait voter normalement. Donc, et résultat sorti, et ils accepté le résultat qui sorti. D'ailleurs, pour Jean résultat présenté à même, ça, Gonzalo Castillo dit lui-même, il dit que même si tout bulletin est encore contrôlé, mais il a jugé que l'irréversible, que il n'est pas capable, c'est comme si il n'est pas capable d'arriver et égaliser, monsieur. Candidat. Dans ce cas-là. Mais ici, ça n'a pas fait nous-mêmes. Ça n'a pas fait nous-mêmes. Nous avons dit que, bon côté, tu volé telle boîte bulletin, il faut pas raconter parce que nous avons fait notre là, et l'élection pas bon. Non, mais là encore, c'est mon problème. C'est légitime, c'est normal, il est capable de demander ça. Ça devait tout aux États-Unis. Et ça devait être tout aux États-Unis, côté demandé pour recompter vote là. Mais il y a l'autre bagage qui est plus grave après l'élection, toujours passé en Haïti. Non, mais parce que le problème de violence, il faut nous retirer dans nous. Le problème de violence capital n'a fait l'élection. Parce que la violence n'a pas empêché que nous faisons candidat qui exprime, qui passe l'idée, et la violence a empêché les citoyens de voter de manière libre et indépendante. Donc c'est une violence fondamentale dans la question élection haïtienne et en même temps tout, la question de la crédibilité. Est-ce que l'appareil électoral là, jeune centrale électorale là, son appareil qui l'a depuis 60 ans, nous-mêmes nous avons 30 ans pour monter ce conseil électoral et permanent, nous ne pouvons pas faire. Donc, c'est le problème, ça gagne. Et question de définition des termes de mandat de président, pas rien ça pose. Regardez ça qui passe avec les pandémies là. Malgré tout, nous avons organisé pour faire l'élection, puis pas une rupture de l'ordre constitutionnel. C'est là où il faut aller. On nous prend réaction, Edwin. C'est ça, Edwin, par exemple, réaction. Oui, non, justement, bon, on n'a pas touché le point c'est la grande différence entre les deux organes électoraux. Et puis, Yves-Marie a parlé de ça rapidement. Et c'est une grande différence qu'on fait. Et parce que eux-mêmes, ils ont un jeu central électoral qui est bien structuré, qui recevoir les fonds nécessaires et qui est permanent. On va nous dire permanent, c'est chaque 7 ans, ils ont changé le jeu là et c'est pas un concours que vous faites et ensuite approuvé par le Sénat. Et donc, c'est une machine qui est bien huilée et que même prend comme modèle dans toute l'Amérique latine, la façon que l'organiser l'élection. Quoi qu'il faut reconnaître que lors des élections municipales, c'était leur première expérience dans le vote électronique. Donc, ils sont obligés même de refaire l'élection municipale, qui est en février, ou refaire en mars. Mais on l'autre côté, et qui permettent que, ou l'autre élément,
qui permettent que les résultats soient pratiquement sortis aussi rapidement, c'est que les grands partis politiques, ils ont un propre centre de tabulation. Il y a toute la technologie qu'il faut pour recevoir en temps réel l'information que délégués dans les différents centres de vote à voyer pour eux. Donc, M. Gonzalo Castillo, à partir du premier bulletin de l'agent central électoral qui était les résultats pour 20% des votes comptabilisés, et puis grande différence là, c'est déjà Jean-Yves Marie dit que il n'y a pas qu'à remonter et prendre ça, et donc rapidement avec toute l'élégance, et ça fait partie de culture politique. Et messieurs, d'ailleurs, toutes les gens, c'est des gens qui sont impliqués dans les affaires. Donc les gens, et l'une contre l'autre, et même les compétiteurs dans les affaires, oui, mais ils vivent dans le même pays, donc ils ont décidé de contribuer à ce que le pays marche mieux. Donc il n'y a pas besoin de crises qui prolongent, qui peuvent affecter tout le monde. Crise prolongée, ils peuvent affecter et poche tout acteur économique qui à la fois, dans pile des cas, c'est des acteurs politiques. Donc, moi, je crois que Haïti, et on ne peut pas considérer, on pas sur le mot soufflette, mais quand même, il y a des leçons à apprendre de ce processus électoral de la République réussi à tous les points de vue, et même en termes de, participation à Tagan ou un petit peu affectée, à cause de pandémie. Moi-même, par exemple, un bel même qui décide de pas aller sur le monde de 72 ans, donc il dit, bon, il ne va pas le risque d'être libre. C'est une bonne partie de la population, peut-être pas aller pour ça, mais électoral, même grand électorat participer, parce que tu as besoin, après 20 ans de PLD, donc tu as décidé, tu dit bon, bon changement, et puis tu aller. Est-ce que c'est ça seulement? Est-ce que c'est trop de temps et parti ça fait au pouvoir? Est-ce que c'est ça qui fait Mounio, qui a besoin de changement, voter Luis Abinader? Et ça parlait de tomber justement dans la question que nous devons poser nous chaque. En général, et chaque fois qu'il y a une élection, nous votons un candidat pour une raison. Je ne peux pas seulement prendre exemple bon là pas non côté que nous avons voté candidat pour slogan. Mais au moins, dis-moi, est-ce que Abinader, est-ce que M. Gagné a une parole qu'il dit que Gonzalo Castillo n'a pas dit? Qui ça qui inspire mon confiance qui fait que c'est pour Abinader que yo voté? Ben mon réponse oui on va répondre momentum. Oui, c'est momentum là Wendell. Momentum là c'est un momentum anticorruption. Pas oublier au cours de 2 dernières années ça a été une bonne manifestation faite dans la République dominicaine à partir de scandale qui était fait sous firme brésilienne qui est Odebrecht. Odebrecht, c'est une firme de construction qui était engagée dans un bon contrat en République dominicaine pour faire des highways, des tunnels en République dominicaine. Il était à peu près plus de 80 millions de dollars de l'argent battable à des fonctionnaires dans le gouvernement PLD. Donc, depuis 2 années, on a regardé, autant de parler de marche verte, la marche verte en République dominicaine, qui c'est une contestation permanente de la société civile et régulièrement dans plusieurs villes sous question de corruption. Et il faut nous regarder tout et entrer jeunes dans la question politique là. Jeunes viennent plus que s'implication dans la question politique là. Et on regarde, moi, je fais un calcul l'autre jour entre 18 et 45 ans, où il y a à peu près 40% de la population en âge de voter qui c'est jeunes, qui est inscrit sous et liste électorale. Donc ça veut dire que les jeunes eux-mêmes, ils sont porteurs d'un message de changement et d'un changement qui est basé sur une lutte anticorruption. Donc PLD a été plus identifié en partie de corrompus. Donc Luis Abinader d'ailleurs, thème qu'on parlait à même M. C.L. Cambio va. Donc c'est Mounio même là où il y a un peuple là et eux même le plus souvent on dit c'est vendre. C'est vendre ça veut dire que faut que ça aille aller. Donc ça veut dire que entre bon sorte de synergie. Donc momentum non, une volonté, momentum non et puis une volonté de changement tout. Volonté pour lutter contre la corruption et volonté de changement tout et puis combat qui arrive tout parce que et régime là était bout après plus que 16 ans dans le pouvoir donc ça veut dire que ils vont tant que faut un changement même nécessaire pour la démocratie pour vitalité de la démocratie. Donc moi je pense que le momentum était bon et faut regarder tout combat qui a passé là c'est que malgré Leonel Fernandez en divorce avec PLD
là, il fait partie Fuerza del Pueblo. Monsieur recueille seulement 8% de suffrage. Donc, ça veut dire que qu'on volonté de changement à tout niveau, ça veut dire que la classe politique là, en République dominicaine a renouvelé. Et si je regarde bien, et de nous regarder ça, moi-même, je suis allé regarder comme étranger, moi déjà, ouais, qui pourrait le présenter comme nouveau leader en République dominicaine dans 4 ou 8 ans qui viennent. Parce que déjà, il y a de nouvelles têtes. Si je prends David Collado, ancien magistrat et Santo Domingo, ou regarder Carolina Meya, qui est actuel magistrat Santo Domingo, ou Farid Fadoul, qui était député, qui vient sénateur, qu'on a en fille. Et autant de monde, et des jeunes là qui font une campagne extraordinaire comme député sous réseau social seulement, sans que M. Patguin ait moyens financiers, c'est lui qui est député dans la circonscription de Santo Domingo. Donc ça veut dire que il y a une préparation qui fait tout, et parti, au moins penser que le mouvement social, particulièrement, est impliqué et dans la formation politique et jeunes et université toujours ça. Donc contrairement à nous-mêmes, nous avons un manque de participation politique. Et une participation politique à plus à la République dominicaine parce que au cours de ces 5 dernières années, on a regardé taux d'abstention, il va entre 20 et 30% dans l'élection. C'est-à-dire que toujours qu'on 70% quand même qui a voté, alors que nous-mêmes, nous avons moins que 10% de monde qui a voté dans l'élection. Donc, il fait une peur élection, tout, il fait une peur politique là, tout. Baron qui est et l'autre, on va signaler sur même question de participation, ça, dans la liste candidat, Famio presque fait 40% de quantité de candidats gagnés dans la dernière élection sur le fait. Merci, Yvari. Tout candidat qui est important, ils font femme comme candidat à la vice-présidente. C'est ça. Donc, son vice-président, son femme comme vice-président. Mesdames, a bougé. Bravo pour eux. Alors, on a joué Edwin Parison, et ou même on a une idée de qui soit ouais qui fait que Abinader arrive président de la République. Non, pas l'autre bagaille, non. Effectivement, je suis totalement d'accord avec Yves-Marie. Et donc, il s'agissait. Le thème principal de la campagne cette année, c'est la corruption. Donc, c'est sous ça que toutes les stratégies de campagne de Luis Abinader, c'est sous ça qu'ils ont été construits. Et ils ont arrivé et on fait jonction avec mouvement et société civile. D'ailleurs, nous venons retrouver, nous, Yves-Marie, avec certaines de ces figures de la marche verte et qui probablement, et bon, ils ont accompagné Luis Abinader et probablement, et selon des listes de cabinets ministériels qui ont circulé là, donc probablement nous avons rejoint à des postes dans la fonction publique pendant la période Abinader. Mais nous avons besoin de ressouligner en rouge, il y a un élément que Yves-Marie a déjà souligné et que vous-même vous reprenez, et Wendell, c'est cette participation des femmes, et c'est l'arrivée. Et dans la capitale, là, nous avons 3 mesdames. Et ces 3 mesdames, et on dit à prestige dans la société, ces 3 mesdames que nous apprécions, vous connaissez, la vice-présidente, qui lui-même sorti dans l'université prestigieuse catholique pour Camaïma de Santiago, qui était responsabilité universitaire pour l'accompagner, et le président élu Luis Abinader. Et nous gagnons Carolina Meya, qui était déjà élu, et c'est petit ancien président Hippolyte Meya, et c'est des membres fondateurs du PRM, le Parti révolutionnaire moderne, qui était déjà élu comme maire magistrat de la ville. D'ailleurs, son bagage historique, c'est la première femme qui est magistrat de la ville Santo Domingo. Et puis, vous gagnez, et un député femme, Jean-Yves Marie Tédian, Farideh Afoul, mais son politicienne, Andy, avec une trajectoire extraordinaire, et il passe dans la chambre des députés, ils font travail remarquable, et puis, il est venu à faire bataille dans le district national là, et avec des figures très connues dans la société dominicaine là, et Martial et Youn là d'ailleurs. Nous allons finir 2 petits points rapides avec nous pour nous refermer l'émission. Est-ce que Luis Abinader peut être capable de diriger bien? Est-ce que le grand pile parlementaire qui est élu, est-ce que le parti a un grand pile parlementaire qui est élu? Bon, et dernier chiffre, que le parti qui est dans l'opposition, d'ailleurs, le PLD déclare dans l'opposition depuis hier. Il apprend leadership opposition. PLD gagne seulement dans le Sénat, c'est 3 sénateurs qui sont élus. Et non, c'est 5 sénateurs qui sont élus sous 32.
Donc imaginons, donc ça veut dire que pratiquement PRM, il faut alliance avec l'autre parti, avec parti formé ça avec Leonel Fernandez, tout puis ils contrôler le Parlement. Donc ça veut dire que pratiquement Lissa Abinader n'a pas bien trop de problèmes au niveau du Parlement. Ça me donne le signaler avant nous aller, même parce que c'est important, c'est pourquoi que Haïti doit jouer gain dans la politique de la République dominicaine. Parce que tout pays fait ça. Pour défendre l'intérêt, il faut capable influencer. La République dominicaine, quand financer les élections en Haïti, je me demande pour qui ça nous-mêmes nous pas rentrer dans la logique. Que nous essayons d'aider, identifier des candidats qui sont capables de porter et intérêt à Haïti des fois. Ou bien que nous sommes capables de mieux faire un style de deal avec eux. Par exemple, je prends un cas sous zone frontalière. Zone frontalière, est-ce que Haïti est intéressé à un monde qui va venir sénateur dans la zone? Seul cas qui gagne, par exemple, dans la zone frontalière, là, pratiquement, PLD a remporté toutes les zones frontalières, malheureusement. Donc, c'est un seul cas qui est élu, qui est sénateur, qui en position qui pour Haïtienne, c'était David Sosa qui est élu comme sénateur dans la province d'Arbo. Après ça, vous avez Adriano Sanchez Corra qui était toujours critiqué les médias haïtiens pour la faire interférence dans Elias Pinea. Monsieur pas arrivé bon encore. Donc, parce que monsieur pas même passé 4 primaires. Et ou gain l'autre sénateur qui continuait et occupait même poste dans PDNal par exemple, c'est même sénateur qui était là déjà qui dans le PLD qui occupait et qui regagne encore. Et un cas que nous avons signalé, c'est le cas de Sandman côté Félix Bautista, monsieur réélu comme sénateur et PLD dans Merci Yves-Marie, merci Yves-Marie. Une dernière question avant de quitter aller. Vous dites que nous en démocratie en Haïti, est-ce que nous sommes démocrates en Haïti, Yves-Marie Chanel? Je ne sais pas pourquoi ça c'est moi choisi pour poser question ça. Non, pas poser le tour. Et lui n'a pas baillé au mot tout même d'après moi répondre. Est-ce que d'après vous-même est-ce que nous démocrates en Haïti? Nous qu'a dit nous démocrates mais gars pile route qui était pour nous faire pour nous capable chita et question parole là nous dit dans bouche là avec un acte n'a posé. Donc c'est Zach n'a posé capable dire exactement si nous vrais démocrates. Mais parce que grand pile route pour nous faire et moi penser que bon travail fondamental qui fait qui pour faire au niveau de la classe politique haïtienne. Faut classe politique haïtienne moderniser. Si classe politique haïtienne n'a pas modernisé, je pense que nous ne pouvons pas aller aucun côté. C'est modernisation de la classe politique pour commencer d'abord avec qui parle bail et route, vision pour arriver dans un véritable changement qui est nécessaire. Ce n'est pas le peuple en premier, c'est l'élite qui peut changer maillot, qui peut dire que vous voulez faire barrer avec le pays. Ça c'est l'opinion par monsieur. Merci Yvan Chanel. Et d'une raison de 86 à nos jours, nous dit que nous avons fait expérience démocratie. Est-ce que nous arrivons à une démocrate, est-ce que nous démocrates, je veux dire? Bon, dans certains aspects, nous arrivons quand même à démocratiser certains aspects de la vie nationale. Et un aspect, c'est justement la presse, c'est justement les médias. Donc, moi, je crois que dans ça, on liberté d'expression, liberté d'opinion, même le Kounia gagne certaines inquiétudes. Mais Kounia, là, au niveau de l'État, moi, je crois que, et même Jean-Yves dit déjà, il y a peu d'efforts qui ont été faits pour démocratiser l'État lui-même et pour renforcer la démocratie dans le pays. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire devant nous. Et d'ailleurs, nous parlons déjà là, on a fait comparaison entre Haïti et la République dominicaine. On va présenter candidature comme député ou bien comme sénateur. Et puis, bon, l'autre monde qui a besoin d'un député ou sénateur dans la zone, ça, les mêmes gangs qui empêchent à faire campagne. Ou bien la journée électorale, il y a gang et député ça ou bien sénateur ça, candidat ça, qui empêchait sympathisants adversaires là à le voter. Donc c'est des bagailles totalement inacceptables, mais il y a fait à cause de la perte de l'autorité de l'État, et cette perte de l'autorité est à tous les niveaux. On perd l'autorité morale à partir de pratiquement pile dans le monde qui représente New York. Et puis, on perd de l'autorité, même en ce qui a trait au contrôle du territoire national. Donc, situation extrêmement grave. Merci. Et affecter la démocratie. Merci, messieurs. Son plaisir, vous me détendez, nous. Yves-Marie Chanel de Mediacom et Edwin Parison de Fondation Zile. Merci infiniment, nous te mettons disponibles pour le public de Métropole. Passons bonne journée et puis nous parlons l'autre là. Avec plaisir. Voilà. Merci Yves-Marie. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités aujourd'hui, Edwin Parison et Yves-Marie Chanel.
Merci de l'écoute, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.